Bonjour à tous, bienvenue sur TV8 Mont-Blanc, la chaîne des gens qui vivent en montagne. Et bien voilà, là c'est tout à fait l'occasion de le rappeler avec le quotidien de l'économie des Pays de Savoie, Écho des Pays de Savoie, qui paraîtra donc la semaine prochaine, vendredi 4 mai. Un dossier spécial sur le business de la montagne, l'aménagement de la montagne, un salon qui a lieu tous les 2 ans où nous enregistrons cette émission. Bienvenue à nos invités, bienvenue à Jacques Guillot, qui est maire de la commune et de la station de Champs-Rousse, qui a beaucoup de fonctions au titre des maires de stations de sport d'hiver. Jacques Guillot, on sort d'un hiver qui s'est plutôt bien passé. Ici au SAM, les gens viennent-ils avec les portefeuilles pleins ? Je ne sais pas si les portefeuilles sont pleins, le bilan reste à faire. Par contre, ils viennent effectivement, comme on dit dans le jargon, faire leur marché. Et évidemment, on regarde les prix du marché. Alors, on vient des Bic, vous représentez une très grosse marque, Casborer, vous représentez également aussi ces exposants qui sont au SAM. Est-ce qu'un bon hiver comme celui-ci encourage les différents exploitants à se lâcher un peu plus ? Oui, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché mature, donc avec des exploitants qui connaissent leur métier, qui font quand même de la prévision. Donc les prévisions d'investissement, en général, sont faites à l'avance. Néanmoins, à la marge et sur certains produits d'ajustement, sur de la signalétique, sur les engins de damage ne rentrent plus tout à fait dans ce cadre, on peut envisager des acquisitions qui n'étaient pas prévues au départ. Mais sur un marché mature comme celui-là, les renouvellements de remontées mécaniques, d'engins de damage, de neige de culture... On ne se dit pas, tiens, il y a un joli télésiège, je vais me l'acheter pour ma station. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Ça marche pas comme ça. Nous avons également aussi quelqu'un qui connaît bien la thématique de l'aménagement montagne. Michel Lambert, bonjour. Bonjour. Alors le SAM, c'est une création, bien sûr, c'est un salon mondial qui se déroule tous les 2 ans ici en plein cœur d'Alpexpo à Grenoble. C'est vrai que après plusieurs années où on a peu investi dans les remontées mécaniques, on attendait un peu de ce SAM un nouveau départ. Pour l'instant, on va voir les exposants dans quelques instants. C'est un oui mais. Moi j'ai fait un petit tour ce matin justement avant cette émission. Il me semblait que c'était un oui mais un oui quand même plutôt positif. Donc c'est un peu normand, non ? Non, je suis pas normand, je suis savoyard. Donc vous y croyez ? Vous pensez que ce SAM sera une bonne en tout cas, il y a une très bonne ambiance et il y a des exposants optimistes et en plus on a des visiteurs qui sont contents d'être là. Alors c'est vrai, on voit bien, ce SAM est un rendez-vous très important. Il y a ici à la fois des professionnels, des gens qui habitent la montagne, qui viennent s'intéresser à la nouveauté. On a vu beaucoup de dameurs d'ailleurs qui sont sur place. Une chose nous a un petit peu étonné, on l'a vu dans le reportage, une Ferrari c'est le prix d'une dameuse ou vice versa. D'ailleurs je ne sais pas quel est l'étalon, mais beaucoup d'équipements structurels de la montagne ont beaucoup monté. Domaine Scap de France, qui est d'ailleurs juste à côté de nous me confiait que le prix d'un télésiège a pris 90% en 10 ans. Pourquoi ? Je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui expliquent cette hausse, même si je ne sais pas si elle est mesurée exactement comme ça. Mais vous avez des chiffres meilleurs que les miens ? Ça dépend des produits, effectivement. Alors on prend un télésiège débrayable 6 places qui est le produit qu'on met maintenant dans beaucoup de stations. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs évolutions. Il y a les matières premières, bien sûr, qui évoluent. Mais le il y a prix de l'acier, le prix de l'acier, de tout ce qui est lié aussi au pétrole. Et puis, il y a surtout des évolutions technologiques qui sont importantes, qui sont dues à 2 choses. La première chose, c'est les évolutions réglementaires. On rajoute des éléments de sécurité, on rajoute des éléments de confort. L'environnement, la prise en compte de l'environnement, les vibrations, le bruit à l'extérieur. Il y a moins d'exposants, il y a moins d'opérateurs. Leitner et Poma se livraient une guerre à l'époque. Maintenant, ça fait plus qu'un seul et même groupe. Il y a Doppelmayr. J'ai entendu par plusieurs maires qui sont en train de consulter pour l'an prochain, l'an d'après, des gros équipements structurels. Il arrive que... Je ne vais pas dire qu'il y a une entente concurrentielle, mais il y a certaines enveloppes qui arrivent avec 200 000 € d'écart sur des équipements qui font 15 ou 20 millions d'euros. C'est assez étonnant quand même. Non, on reste sur un milieu qui est quand même extrêmement concurrentiel, avec malheureusement un nombre de clients qui est extrêmement limité, qui fait que du coup, chaque constructeur est quand même obligé de s'accrocher au marché qu'il a et au marché sur lesquels il est présent. Parce qu'en fait, il n'y a aucune chance d'aller vendre sur d'autres marchés. Alors évidemment, dans les remontées mécaniques, on peut espérer aller vendre du transport urbain, éventuellement, pour se diversifier. Mais les gens qui font de la neige de culture, on le voit, des téléphériques etc. que l'on voit à Rio, qu'on avait à Medellín. Mais dans les autres domaines, il y a quand même vraiment la tendance à s'accrocher. Mais ça pose un problème. Très clairement, l'hiver s'est bien passé. Des stations des Pays de Savoie ont fait une progression à 2 chiffres. Et pourtant, je connais des exploitants qui refusent de communiquer leurs chiffres de peur que les commerçants disent attendez, qu'est-ce que vous attendez pour changer le télésiège ? Qu'est-ce que vous attendez pour changer les dameuses ? Parce que très clairement, ils n'ont pas les sous
parce que ça coûte plus cher qu'auparavant. Jacques Guillot, vous répondez quoi à ces commerçants qui vous demandent de changer tel équipement dans votre station? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une évolution conséquente au niveau des prix et tout ça, il faut le planifier. Ça rentre dans le business plan, dans l'équation telle que c'était évoqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une des problématiques, c'est le vieillissement de l'outil remontée mécanique. Alors que c'était un des éléments de l'excellence française. Nous étions connus comme étant le plus beau parc de remontée mécanique au monde. Voilà, donc c'est un parc qui est important, qui se doit d'évoluer, qui est vieillissant. Et quelque part aujourd'hui, les investissements sont relativement importants à faire. Il y a effectivement des choix à faire et les prix effectivement ont augmenté. Après, la cause de l'augmentation des prix, je laisserai aux professionnels le soin d'y répondre. Je peux vous en donner un exemple. Effectivement, sur les engins de damage, puisqu'on va parler de ce que je connais, plus 10% d'augmentation due à la norme Euro 3B qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, qui impose des moteurs avec filtre à particules, avec AD Blue, avec tout un tas de modifications. C'est plus 10% rien que sur le moteur et son environnement. Et ça, c'est la norme européenne, c'est-à-dire que ça touche également les engins de travaux publics, l'agricole, etc. Et donc, on est sur il n'y a pas que le réglementaire qui explique ça quand même. Je peux imaginer que sur des milliers d'euros que coûte une dameuse ou des millions d'euros que coûte un télésiège, c'est quand même un peu plus lissé que ça quand même. Quand vous regardez le matériel, quand vous regardez les saisons, comme celle de l'année dernière, cette saison c'est plutôt bien passé, quand vous regardez la qualité du matériel, ce que vous pouvez faire avec des engins de damage, la conservation des manteaux neigeux, la production de neige, aujourd'hui vous produisez de la neige dans n'importe quelle condition, entre guillemets, vous la damez comme vous voulez, les télésièges sont beaucoup plus sûrs en termes de sécurité, d'arrêt, de nombre de passagers transportés, et on a des conditions de bruit par rapport à l'environnement également, parce qu'on est obligé de tenir compte d'un certain nombre de choses sur l'environnement également. Bien sûr, mais quand on prend les plans d'investissement, vous connaissez bien la station de Tignes de Val d'Isère, on voit qu'il y a des gros investissements qui sont prévus dans ces stations-là. Également, la société S3V Courchevel qui a planifié 150 millions d'euros d'investissement sur les 20 ans qui arrivent. S'il n'y a pas ces grosses machines qui tirent le marché, qui va acheter de remontée mécanique aujourd'hui ? Je sais pas, mais enfin en tout cas aujourd'hui, quand vous parlez de ça, si vous allez sur ces grandes stations, vous pourrez constater qu'il n'y a plus de queue aux remontées mécaniques. C'est que quelque part aussi, l'équipement il est là. Et comme la durée, moi j'ai une autre réponse aussi qui est complémentaire à celle de Didier sur l'augmentation du prix, c'est aussi la qualité du matériel qui a augmenté, mais qui permet aussi d'avoir un amortissement plus long. Et en clair, on prend un téléphérique, on prend un télésiège, il va falloir l'amortir sur 25 ou 30 ans, alors qu'à l'époque, un investissement s'amortissait sur 15-20 ans. C'est ça, Jacques ? Voilà. Oui, je crois que les amortissements sont plus longs parce qu'on a une fiabilité des appareils. Je crois que c'est important. Je crois que ce qu'on peut dire au niveau des stratégies des stations aujourd'hui, et notamment des opérateurs, c'est qu'on passe aussi à une autre solution qui est celle de la réhabilitation d'appareils de remontée mécanique par rénovation pour justement pouvoir en faire plus avec, au-delà de ça, ça va même bien au-delà de ça, pour permettre de faire avec, j'allais dire, le même budget, plus de travail sur ces remontées qui sont aujourd'hui vieillissantes. Dernière chose avant de voir un reportage qui a été tourné donc par le journal de TV8 Mont-Blanc, Didier Bic, l'écologie est à la fois partout et nulle part dans le SAM. Vos dameuses ont des étiquettes vertes, comme on choisira un véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut changer sa dameuse va voir la consommation de la dameuse ? Oui, il y a deux choses par rapport à l'environnement. Il y a les démarches réglementaires qui sont imposées et qui sont valables pour tout le monde puisqu'elles sont imposées obligatoires. Et puis vous avez des démarches volontaires de technologies nouvelles, de carburation hybride, de nouvelles technologies et de nouveaux types de motorisation. Donc effectivement, les résultats sont peut-être difficiles à appréhender, mais la technologie en général existe déjà et on peut facilement avoir des informations sur ces nouvelles technologies. Et l'occasion de venir voir ce qui se fait de mieux. L'innovation au service bien de la montagne française avec un dossier spécial à retrouver dans Écho des Pays de Savoie ce vendredi 4 mai. Merci beaucoup à nos invités. Quel visage pour la montagne dans 50 ans ? On va peut-être sortir du tout ski. Regardez ce reportage issu du journal de TV8 Mont-Blanc. Imaginez la montagne de demain pour mieux l'apprivoiser, l'enjeu est de taille, les défis nombreux. Le réchauffement climatique, l'urbanisation galopante et l'augmentation de la population obligent aujourd'hui les professionnels à repenser l'aménagement des territoires de montagne. La révolution post-carbone va bouleverser les habitudes. L'énergie chère impose de mieux isoler toutes les constructions, dépenser moins d'énergie dans l'habitat. Deuxième chose sur les transports, comment peut-on repenser le déplacement autrement, le ferroviaire ou le transport par câble dont on a parlé ce matin, et qui va imposer ou qui permet de voir des urbanismes différents, parce que si on monte avec un transport téléporté sur un village de montagne, peut-être que l'urbanisme peut se développer sur une courbe de niveau et non plus sur la pente comme ça s'est fait avec des lotissements automobiles qui serpentent.
Alors, à quoi ressemblera la montagne en 2050 ? Des professionnels se sont penchés sur le cas d'Arvillars, petite commune savoyarde de 800 habitants, nichée au cœur du massif de Beldonne. Ils ont imaginé 3 scénarios de développement, Arvillars le déclin, Arvillars la paisible et Arvillars l'innovante. Et au final... Je pense que ce sera un mixte entre maintenir une activité, peut-être augmenter la population de manière raisonnable, mais surtout résoudre les problèmes de transport et de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, on vit d'une certaine manière, mais demain, il est évident qu'on aura à évoluer. Du toujours plus, il va falloir passer au toujours mieux, au différent. L'homme devra être remis au cœur des villes, une vision presque utopique, puisqu'en montagne, l'autre enjeu majeur, c'est bien sûr la maîtrise du foncier, et qu'argent rime rarement avec valeurs humaines. Un urbanisme plus dense qui s'étale moins, ça passe nécessairement par une maîtrise foncière, des outils qui sont à inventer, une vision plus collective, partagée, qu'on a perdue. Même si des perspectives sont étudiées, le visage de la montagne en 2050 reste un mystère. Énergie renouvelable, transport doux, bâtiments basse consommation, agriculture locale seront autant d'actions à mettre en place pour préserver ce patrimoine. Un enjeu colossal pour la région, puisque 73% du territoire rhône-alpin se situe en zone de montagne. Quelle montagne en 2050? L'aménagement de la montagne, stop ou encore? Pour parler de ce débat important, nous avons Jean Bourset, qui est le directeur de la CETAM, donc la Société d'aménagement de Val Thorens, et également qui représente la commission communication de Domaine Skiap de France, qui nous accueille ici sur ce plateau. Jean Bourset, la montagne en 2050, ça sera une montagne de tout ski, il y aura forcément autre chose? Alors là, je crois qu'il faut être devin. Ça paraît difficile de se projeter à 40 ans. Quand on voit les 40 dernières années qui se sont passées, finalement, beaucoup de choses ont pu être dites à l'occasion de différents manques de neige et on se rend bien compte que l'activité principale reste l'activité des sports d'hiver. Sans le ski, la montagne n'a pas du tout la même valeur et je ne crois pas qu'on puisse mobiliser des économies, des clients de la même façon s'il n'y avait pas de neige, s'il n'y avait pas de ski, si on ne maintenait pas cette activité aujourd'hui. Mais pourtant, on est obligé de faire un peu de prospective touristique ou économique parce que les pionniers, ceux qui ont fondé Val Thorens, les Émile Allais et autres grands aménageurs avaient cette vision dans les années 1920 et 1930 de faire, voilà, on va ici créer une station de sport d'hiver. Vous êtes élu, Jacques Guillot, vous représentez ces maires. Vous êtes inquiet sur la montagne de demain ou vous êtes plutôt rassuré? Je crois qu'il faut prendre la mesure de l'évolution de la montagne et aujourd'hui, dans les équations que l'on a à résoudre demain, elles sont à plusieurs niveaux et il faut inclure ces paramètres de l'évolution climatique puisqu'on la connaît, on a apporté un certain nombre de réponses. Mais là, c'est pas demain. Saint-Pierre-en-Chartreux, c'était un grand débat de cet hiver. La Chapelle d'Abondance, on en a parlé beaucoup aussi dans les médias. Ça posait quand même des questions, j'imagine, entre vous, les élus de montagne. Tout à fait, les questions sont posées, mais aujourd'hui, d'une façon générale, encore une fois, il faut sortir les particularités. Quand on parle de Saint-Pierre-de-Chartreuse ou de stations qui sont très très basses en termes d'altitude, la problématique à résoudre n'est pas du tout la même que la grande majorité des stations qui se situent aux environs de 1500 mètres d'altitude, où là, on a un certain nombre de réponses, on a un certain nombre d'éléments et de paramètres que l'on met en équation pour pouvoir prévoir un avenir plus serein. Bien évidemment, c'est comme sur les plages, si le réchauffement climatique fait monter le niveau des mers et qu'on n'a plus de plage, on se posera la même question qu'on peut se poser en montagne si la neige n'est pas là. La Compagnie des Alpes a revu son capital dans beaucoup de stations françaises en concentrant ses investissements au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Ça veut dire quoi? En dessous de 1800, il y a peu d'avenir pour le ski, Michel Lambert? Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Je pense aussi que dans l'équation, il faut mettre aussi l'intelligence de l'homme. Moi, je me souviens que quand je travaillais à Tignes il y a une vingtaine d'années, on avait 16 à 20 mètres de neige cumulée dans la saison. Aujourd'hui, on doit avoir entre 3 et 4 mètres. Et il y a plus de domaines de ski ouverts aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Parce qu'on travaille mieux les pistes, parce qu'on a trouvé des solutions pour enneiger, parce qu'on a des meilleures dameuses, on a un meilleur... Donc moi, je crois aussi à l'intelligence de l'homme. De s'adapter. Sur le deuxième point, notamment avec la neige de culture. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a principalement la préparation des pistes. La neige de culture, c'est une chose. Mais avant, pour pouvoir skier sur une piste, il fallait 1 mètre, 1 mètre 50 de neige. Aujourd'hui, avec 20 cm, on y arrive à skier, même sur des stations qui se situent à 2300 mètres parce que le travail... Comme Val Thorens. Comme Val Thorens. Et le deuxième point par rapport à ce que a dit Jacques, c'est que n'oublions pas non plus que les stations au-dessus de 1800 mètres représentent aujourd'hui à peu près 80 ou 85% du potentiel de ski. Donc, on n'a pas la même problématique, je répète ce que Jacques a dit, le maire de Champs-Rousse, entre une station
de basse altitude avec les stations qui aujourd'hui sont productrices et pourtant, de vacances. On le voit bien une année comme cette année où il y a de la neige partout. Je reprends les principaux bassins de circulation qui sont Grenoble, Chambéry, Annecy. Quand il y a de la neige de partout, du froid, les gens ne sont pas forcément allés au bout des domaines skiables. Ils ont skié au-dessus de Chambéry, ils ont skié au-dessus de Grenoble, parce que voilà, la cherté des grands domaines skiables connectés font que parfois la clientèle locale, elle se satisfait d'aller skier à Champs-Rousses, pas au Grenoble. Vous l'avez vu ça, Jacques Guillot, dans les non, chiffres. Mais je crois que ce qui est très important, c'est que la neige était sur tous les massifs et c'est très bien pour l'ensemble de la montagne française. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est la diversité de la montagne française. L'augmentation cette année, elle est moins forte dans les grandes stations que dans les petites stations à cause du prix des forfaits, clairement. Pas forcément, c'est des problèmes de report de clientèle quelquefois. Mais ce qui est important, c'est que la diversité de la montagne française aujourd'hui fait qu'on trouve chaussure à son pied, comme l'on dit, et prix à son portefeuille en fonction des domaines que l'on veut. Et qu'aujourd'hui, l'évolution du ski, le démarrage du ski, nos classes de neige, etc., se font aussi sur des domaines moins sophistiqués. Et il faut retrouver des clientèles plus jeunes pour l'avenir, pour semer l'avenir. Jean Bourset, là-dessus, vous n'êtes pas forcément contre ou d'accord. Le gel a fait plus 20% parce que c'est un marché de basse altitude. Je ne pense pas que Val Thorens ait fait plus 20% cette année. Non, mais nous avons des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus réguliers. Nous avons des taux de remplissage qui sont très constants dans les hivers. Donc d'une année sur l'autre, s'il ne se construit pas de lits nouveaux, s'il n'y a pas de drame économique un peu partout, je veux dire, nous on a une activité qui est particulièrement linéaire. Tout à l'heure, comme on a pu dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de neige cette année, faut quand même, il y a 8 mètres de neige cumulés. Il neige encore aujourd'hui. Il y a la neige cette année. Voilà, complètement. Donc, et que toutes les stations, le meilleur qui puisse arriver pour les stations de haute altitude, c'est que les stations de moyenne montagne et de basse altitude aient de la neige et qu'il y ait des skieurs dedans. Les pires hivers pour les stations d'altitude, c'est quand il n'y a pas de neige dans le bassin grenoblois, quand il n'y a pas de neige au pied des Pyrénées, quand il n'y a pas de neige dans les Vosges, parce que ça déshabitue la clientèle au niveau du ski. Donc je crois que c'est très important d'avoir des hivers qui ont du sens comme cet hiver. C'est à partir de là qu'on va pouvoir stabiliser des clientèles, qu'on va pouvoir motiver de nouvelles personnes à la pratique du ski, parce qu'il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on a entendu le mot de marché mature pour les remontées mécaniques, mais c'est pareil pour les skieurs. Il faut savoir amener de nouveaux intérêts et de nouveaux clients dans nos stations. Une année sur 7 qui est moins bonne. On sait aujourd'hui dans vos modèles de prévision que vous calculez plus ou moins une année compliquée tous les 7 ans. Ça dépend des stations, je suis pas forcément. Vous êtes un exemple parmi les exemples de 1300 mètres d'altitude. Tout à fait, mais j'étais dans les Pyrénées pendant de nombreuses années. Vous avez connu cet exemple-là? J'ai connu des années difficiles. À chaque fois, les stations des Pyrénées se sont relevées. Donc je crois que, comme m'a dit tout à l'heure notre ami Girard, on a une faculté à s'adapter qui est très importante en montagne. Si les stations de basse altitude ont des saisons qui vont se raccourcir, elles trouveront des activités différentes. Il y a des stations de moyenne montagne qui savent équiper leur domaine skiable pour profiter de ce que la nature leur donne. Et il y a des stations de haute altitude qui sont beaucoup plus régulières. Alors vous parlez de quelque chose d'important, la maîtrise foncière. On voit bien que les grandes stations ont encore des maîtrises foncières pour pouvoir faire du lit chaud. On le voit bien lorsqu'il y a des développements de lits chauds, comme par hasard, le chiffre de remontée mécanique augmente. Lorsqu'il y a beaucoup de résidences secondaires avec des lits fermés, c'est 49 semaines sur 52, on s'aperçoit que c'est un peu plus dur pour les remontées mécaniques. C'est pour ça que la CETAM investit sur les murs. Vous avez fait le premier Palace Hotel à Val Thorens, vous êtes sur d'autres projets de développement. C'est important de garder du lit qui tourne tous les samedis, pour être clair. C'est important d'avoir. Tout à l'heure, on disait que certaines stations d'altitude, dont Val Thorens, fonctionnent de façon très linéaire, grâce à un grand nombre de lits commerciaux, de lits qui sont présentés sur les marchés étrangers. Val Thorens, c'est à peu près 70% de clientèle qui vient de toute l'Europe. Donc, quelque part, ça marche parce qu'il y a une fiabilité du produit, parce qu'il y a des lits qui correspondent à ce que les gens attendent, qu'il y a une espèce de standardisation et d'élévation en qualité. Et ça, faut pas l'oublier. Après, les stations de moyenne montagne, qui sont souvent des stations de proximité où les gens ont investi par coup de cœur et qui veulent profiter. Mais il y a encore des réserves foncières chez vous dans toutes les stations alpines ou même plus largement sur le sens français. Maîtrise foncière, on a vu le problème des jets il y a quelques années où le maire avait préempté un hôtel en plein cœur du village, ça avait créé une grosse polémique à l'époque. Quel est le rôle de l'élu pour maîtriser la pression foncière et essayer de refaire venir des hôtels qui quittent les stations françaises aujourd'hui? Hôtel familial 2 étoiles ferme plutôt qu'il se crée. Oui, les hôtels qui ferment, c'est un problème de marché et de linéaire de marché, comme le disait Jean. Je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la maîtrise du foncier passe par nos plans locaux d'urbanisme, bien évidemment. Et une des priorités aujourd'hui dans un certain nombre de stations, c'est la réhabilitation de l'immobilier touristique, qu'elle soit privée, qu'elle soit parapublique. Et c'est ce qui est important, c'est boucher les dents creuses, c'est de travailler une réhabilitation, y compris jusqu'à une déconstruction partielle ou totale. Requalification, moi je l'ai vécu dans ma station, requalification du domaine de Bachaboulou
nous, qui accueillaient d'autres types d'hébergements. Aujourd'hui, ce sont des lichons en résidence de tourisme qui viennent effectivement garantir également l'économie locale dans celle des remontées mécaniques. Donc on est dans une phase de réhabilitation. On voit bien, c'est très lié tout ça. S'il y a un des éléments qui pêche, c'est l'ensemble de la chaîne qui baisse. C'est une économie, j'allais dire, comme dans l'industrie, qui a plusieurs ateliers. Il faut effectivement que le produit fini qui est vendu mette tous les acteurs autour de la table et tous les ateliers de l'usine. Alors on va remercier Michel Lambert, on va voir un exemple d'un gros hébergeur qui a ouvert le plus gros club méditerranéen en Europe, c'est celui de Valmorel avec plus de 1000 chambres. Un reportage que nous avons tourné au mois de décembre dernier, on va parler de ce problème des lits chauds et des lits froids qui est au cœur de la problématique de la montagne française. C'est un cours de ski un peu particulier, traduit en langue chinoise. Ceci est un bâton de ski. Monsieur en a, vous n'en avez pas pour l'instant. On s'en sert. En effet, on positionne sur l'arrière de la fixation et on appuie. Et là, ça s'enlève. Il y a un an, le Club Méditerranée a ouvert un grand village à Yabouli, en République populaire de Chine. Le président Henri Giscard d'Estaing avait promis de faire venir ses skieurs en France. Il y a ici 22 nationalités qui sont représentées avec des journalistes de ces 22 pays du monde entier, du Brésil à la Chine, des États-Unis d'Amérique au Canada, de tous les pays d'Europe, des pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie. Tout ceci sont des pays dans lesquels nous sommes implantés commercialement et dont les clients viennent et vont venir ici. C'est en réalité aujourd'hui, dans la globalisation, qui veut dire souvent l'uniformité, répondre à la mutation des attentes des consommateurs du monde entier. Les citoyens sont en quête de sens et je crois que notre pays, notre montagne française, a une carte maîtresse à jouer. Un montage complexe qui n'aurait pas été possible sans l'aide de la Caisse des dépôts et consignations. 13 millions qui ont été investis en fonds propres par la direction du développement territorial et du réseau dans ce projet de 85 millions pour le village correspond à ce type d'investissement. C'est sur ces mêmes critères que nous examinons le dossier de Val Thorens, comme nous avons examiné d'autres dossiers. Vous entendez bien avec Michel Bouvard, hein ? Très bien, voilà, absolument. C'est un bon investisseur ? Alors je crois que c'est un investisseur très avisé. Et quand on voit la qualité de la réalisation, la façon dont ça s'est déroulé, ça prouve qu'il avait eu la bonne intuition. Et je ne connaissais pas Valmorel, donc je suis très content d'être venu voir ça. Oui, parce qu'on est vraiment en pleine nature, quoi. Ici, à Valmorel, ce n'est pas un Club Med classique. Une taille hors norme, 1000 chambres et des chalets destinés à être vendus en résidence secondaire. Votre métier, c'est de faire des villages ou de construire des chalets ? C'est les deux. Enfin, c'est d'abord, bien sûr, de faire des villages, mais lorsque nous faisons des villages, il est logique de faire des chalets. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'offrir à nos clients qui veulent un hébergement de très haut niveau, et j'espère que vous pourrez montrer ces chalets à vos téléspectateurs, ça leur permet d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Des résidences secondaires égoïstes, j'allais dire, qui consomment de l'espace et qui sont peu occupées, c'est plus possible. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Avec ce nouveau village, le Club Méditerranée tente la diversification. L'avenir nous dira si les Chinois reviendront bien skier en France. Le Club Méditerranée qui va ouvrir un tout nouveau village, l'hiver prochain à Pragelato, c'est de l'autre côté de la frontière de la Maurienne, côté italien, et qui continue à investir dans la montagne. On accueille Jean-Yves Rémy, alors lui qui fait un métier très différent du Club Méditerranée parce qu'il développe des sites avec des remontées mécaniques, de l'hébergement. C'est une bonne solution de mêler les deux, on l'a bien vu tout à l'heure. Dès qu'un chaînon commence un peu à vaciller, c'est toute l'économie qui tombe. Oui, alors effectivement, c'est une certaine vision des choses, mais qui découle aussi de la philosophie un peu la belle montagne, c'est-à-dire de vouloir maîtriser, si possible, une partie de la chaîne, une partie importante de la chaîne, mais voire même la plus grosse partie. Alors, pourquoi ça ? Pour avoir capacité, en fait, à intervenir directement auprès du client direct. C'est clair que quand on n'est que exploitant remontée mécanique, quand on n'est que loueur de ski, il est extrêmement difficile de toucher directement le client direct. Est-ce que les maires vous font la cour pour que vous installiez dans leur commune ? Alors,
l'entrée dans une station pour nous, dont la gestion de remontée mécanique reste le premier métier, le point d'entrée, c'est effectivement la remontée mécanique. Pour autant, on ne se limite pas à cette intervention. Est-ce qu'aujourd'hui des maires vous demandent, voilà, on le sait bien, la Chambre générale des comptes avait un peu fustigé la gestion en régie de certains domaines skiables. Est-ce que vous avez des maires qui aimeraient bien que votre groupe reprenne un peu la station, quoi, clairement? Alors, c'est jamais reprendre la station, parce que les stations françaises et plus particulièrement les stations alpines, leur spécificité, c'est effectivement de faire intervenir un ensemble de personnes, d'activités, et que justement cette diversité d'intervenants en fait la spécialité. Pour autant, le fait peut-être d'avoir un prestataire qui cumule une ou deux ou trois activités majeures et qui ensuite, dans le cadre d'une commercialisation, vient agréger d'autres prestations qui Vous avez vu à l'instant le président du club Méditerranée. Moi, j'étais étonné à l'ouverture du club Med de Valmorel de voir une liste de maires qui attendaient de rencontrer le président du club Méditerranée parce qu'ils attendaient eux aussi un village club Med, alors qu'il y a quelques années, il fallait surtout pas parler de club Med à un maire de montagne. Jacques Guillaume, vous êtes-vous candidat à avoir un club Med? Non, je ne suis pas candidat au jour d'aujourd'hui. Tout dépend encore une fois du positionnement de la station et je crois que c'est ce qui est important. Le séjour... Vous comprenez, vous avez beaucoup de vos collaborateurs, autres maires et d'autres stations très prestigieuses qui aimeraient avoir leur station avec un équipement comme celui-ci. Je crois que ce que souhaitent les maires aujourd'hui avec les partenaires de la montagne, les investisseurs de montagne, c'est asseoir leur économie et leurs emplois. Je crois que c'est dans cette démarche. Donc en fonction de la typologie de la station, les politiques sont différentes. Certaines vont effectivement faire de la résidence de tourisme ou de la résidence hôtelière. Notre souci surtout, c'est la pérennité de ces investissements. Alors clairement, on a quelques exemples derrière nous. Jean Bourset le sait bien aussi à Val Thorens, de lits qui se sont installés et 11 ans après, ce qui était au départ, un lit qui devait être chaud, qui devait tourner tous les samedis, on a proposé aux gens de racheter leur appartement. C'était le cas d'Intra-Ouest aux Arcs, où les gens se sont retrouvés à avoir l'option de racheter leur appartement. Et la promesse qui avait été faite au maire d'avoir un lit qui tournait tous les samedis est devenue finalement un appartement fermé, 49 semaines sur 52. Alors là, les maires ont été un peu floués, non? C'est bien notre préoccupation aujourd'hui, c'est cette pérennité que j'évoquais à l'instant, sur effectivement ces investissements qui ont été faits aussi en partenariat avec des règlements particuliers. C'est de trouver les outils et les verrous qui permettent effectivement d'assurer sur une durée sereine et objective par rapport à l'investisseur la pérennité de cet investissement sur un plan économique et sur le plan des emplois. Comment on fait, Jean Bourset? Parce que vous avez l'autre casquette, vous êtes au remontée mécanique, vous avez intérêt à ce que l'appartement qui a été construit soit occupé toutes les semaines et non pas que 3 semaines par an au maximum. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé du problème des renouvellements de baux. Il est évident qu'au bout de 9 ans ou de 11 ans, en fonction de la durée des baux, le problème se pose et le propriétaire peut récupérer son bien. On a tout intérêt, nous, en tant qu'exploitants associés aux offices de tourisme, associés aux mairies, à présenter des services commerciaux efficaces qui démontrent au propriétaire qu'il a tout intérêt peut-être à utiliser un moment son appartement, mais à le laisser dans un mode de gestion collectif. Le plus dangereux, c'est les retraits. Quand c'est pas géré par un interlocuteur unique, ça marche pas. On l'a vu à Intra-Ouest notamment, beaucoup de gens ont récupéré l'appartement et se sont retrouvés avec la possibilité de dire je fais quoi, je rachète, je lève, parce que c'est arrivé d'un coup et que la solution n'était pas prête, il faut l'anticiper. Je pense qu'on a des exemples, nous, de renouvellement de baux réguliers où finalement il n'y a pas tant de fuite que ça. Il y a quelques appartements dont les propriétaires ne souhaitent pas reconduire le bail parce qu'ils en ont envie d'en profiter. Mais globalement, sur des stations d'altitude comme Val Thorens, le problème se présente plutôt de façon favorable. Alors Jean-Yves, quelle garantie vous donnez au maire si par exemple vous êtes intéressé sur un site que l'équipement que vous allez construire grâce au permis que le maire va vous délivrer, que cet équipement sera pérenne et va rester dans 20 ans, dans 30 ans et pas uniquement 11 ans? Alors je pense que la maîtrise en fait de l'outil d'hébergement est différente de la problématique de commercialisation. Je pense que cette maîtrise elle est importante et la solution que l'on peut proposer en dehors de la classique résidence de tourisme comme on la connaît en France, c'est carrément d'investir aux côtés de la collectivité, aux côtés d'un certain nombre d'acteurs de la station pour maîtriser l'outil. Cette initiative vaut autant pour un appartement, enfin pour une résidence que pour un hôtel. La limite du système, c'est que c'est extrêmement gourmand en capitaux et on ne peut pas imaginer... Et avec des durées d'amortissement plus longues, on l'a vu sur les remontées mécaniques, lorsque vous refaites un télésiège qui a augmenté, on a vu les tarifs au début, 6 millions pour un télésiège débrayable 6 places, un amortissement sur 30 ans veut dire que vous devez aussi avoir une exploitation plus longue sur la partie résidence, j'imagine. Alors c'est vrai que d'une manière générale, les règles fiscales, les règles comptables ne sont pas faites pour ce type d'investissement très long. Et pourtant, je pense... Comment on fait?
Parce que ça, c'est un peu le cœur du débat. Alors, j'ai un exemple sur Orsières où on a construit une résidence de tourisme, 10 millions d'euros, et entre la Caisse des dépôts, la collectivité et nous avons investi pour rendre pérenne cette résidence. C'est des efforts financiers extrêmement lourds, et c'est clair que c'est une rentabilité à très long terme. Mais on le fait parce qu'on a la remontée mécanique et qu'on est un acteur majeur de la station. C'est le nerf de la guerre, hein. Il faut vraiment arriver à maîtriser les choses. Moins il y a d'interlocuteurs différents, plus ça marche, Jacques Guillot. Oui, je crois que c'est un problème un petit peu de gouvernance et globalement aujourd'hui, plus les circuits sont courts, plus on est réactif et plus on s'adapte au marché, plus, comme le disaient Jean, on peut anticiper un certain nombre de choses. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose de très important, mais je crois qu'il faut associer aussi, là on parle de beaucoup de résidences nouvelles, réhabilitées, mais on a aussi un parc immobilier aujourd'hui, on parlait de l'IFROI, donc de résidences secondaires, qui sont aujourd'hui en pleine mutation du fait de l'âge des gens qui avaient investi, et là on a un vrai problème aussi aujourd'hui pour essayer de faire évoluer ces lits complètement froids vers des lits tièdes, tout au moins. On parlait tout à l'heure dans une prochaine émission du Tyrol où il y a une structure d'hôtels familiaux, 2 et 3 étoiles, tenus de père en fils avec l'école hôtelière jamais très loin, où on fait quelque chose de pas trop cher. En France, l'hôtellerie traditionnelle, pas simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Autriche, la fiscalité et les successions n'a rien à voir avec celle de la France. Expliquez-nous. Quand la famille s'engage à conserver l'hôtel, en gros, c'est libre de droit. Donc, ça permet de poursuivre l'investissement, de poursuivre l'amélioration du produit. Et c'est pour ça qu'on voit des hôtels avec cette qualité. Pour vous, la clé, elle est là. En l'occurrence, le modèle autrichien est parfait pour conserver une hôtellerie familiale de qualité. L'explication du café à 1 euro, l'explication de moins de 30% par rapport à la montagne française l'été, ça vient en partie de ça. Quand vous n'avez pas un coût de foncier exorbitant, parce qu'il vous a été transmis sans charge, c'est beaucoup plus facile. Si vous devez acheter le fonds de foncier, faire la modernisation, vous mettre au niveau des normes internationales, c'est beaucoup plus difficile et ça a un impact dans le prix. C'est évident. Vous, Jean-Yves Rémy, pour justement tenir les deux bouts, on a vu avec un parc de matériel en montée mécanique qui devient de plus en plus cher, 90% en plus en 10 ans. Comment vous faites pour tenir l'équilibre ? Je pense que d'une manière générale, c'est clair que l'activité d'une station est directement conditionnée avec le dynamisme de son parc immobilier, que ce soit un parc hôtelier ou un parc résidence de tourisme. Se pose effectivement le problème de la pérennité, puisque dans le cadre de la résidence de tourisme classique, les baux sont d'une durée plus courte que les durées d'amortissement des télésièges. Alors, il y a de vrais enjeux. C'est un peu le problème. Il y a Parce de que vrais ce qu'on enjeux. demande pour vous en tant qu'aménageur, on vous l'exige d'une manière différente. Il y a de vrais enjeux qui est de rendre pérennes ces formules qui, dans un premier temps, étaient faites pour 9 ans, 18 ans. Enfin, en tout cas, on lit l'investisseur que sur cette période-là. Je crois que c'est de vrais enjeux. Donc, il faut, à mon avis, mixer un investissement dans de la pierre papier avec des investisseurs locaux et puis trouver les solutions de rénovation pour réintégrer ces lits anciens dans les lits chauds. Vous retrouverez un dossier complet dans l'édition de Écho des Pays de Savoie vendredi 4 mai avec là aussi des interviews et des photos d'illustration. Une dernière précision avant de terminer ce plateau. Tout à l'heure, Hervé Guémard disait qu'il faut sortir de la résidence secondaire, le chalet dans la montagne. C'est un leurre qui doit disparaître, Jean Bourset ? Je crois que chaque station a sa typologie. Sur des stations de proximité... Là, on parle de l'aménagement de la montagne au sens large. En l'occurrence, à Val Thorens, il n'y a pas de chalet, il y a très peu d'appartements individuels. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'activité en général. Après, il y a le côté de profiter de la montagne. C'est aussi avoir des chalets, avoir une autre façon de vivre. Et il y a des stations qui arrivent à équilibrer. Pour vous, c'est pas un modèle d'avenir. Le chalet ou chalet, résidence secondaire. Je ne serais pas aussi tranché. Pas aussi tranché. D'accord. Il faut conserver la variété de la montagne. Même question ? Oui, je pense qu'il faut se méfier effectivement des décisions radicales. Je pense que une bonne composition de station, c'est celle qui va pouvoir avoir en son sein des hôtels, des clubs, de la résidence secondaire et de la résidence de tourisme. Il faut effectivement veiller à ne pas devenir monoproduit. Jacques Guillot, vous êtes l'élu, donc vous allez terminer. Clairement, l'aménagement de la montagne, la station idéale dans 20 ans, il y a encore des petits propriétaires qui ont leur chalet, leur lopin de terre où il faut tout arrêter et faire que du collectif. Non, absolument pas. Moi, je crois que je rejoins ce qui vient d'être dit. La mixité, effectivement, de la typologie de logement et autres est importante. Il faut garder une vie à la montagne. Il faut garder une vie dans les stations. Il faut garder des écoles. Donc, il faut bien qu'on ait des gens qui vivent. Et certains qui viennent le week-end sont des animateurs et participent largement à la vie locale. Et je crois qu'il ne faut pas une position drastique
drastique là-dessus. Au contraire, il faut un mélange de l'ensemble en fonction, encore une fois, des typologies de stations. Et il est important aujourd'hui de garder cette vie parce que, comme on le dit, on ne sait pas dans 20 ans ce que seront nos stations. Et aujourd'hui, tout passer sur un positionnement uniquement sur la montagne d'hiver et la montagne d'été avec uniquement des clientèles qui viennent en séjour n'est pas forcément la bonne solution. La mixité est intéressante et puis il faut garder cette vie à la montagne. Faut-il encore avoir du foncier et toutes les stations n'ont plus encore suffisamment de foncier pour faire des grands ensembles? Jean Bourset, c'est pas le cas selon toutes les stations. Non, c'est vrai, les élus, je crois, sont parfaitement au courant de ça. Il y a des PLU qui sont révisés régulièrement, on peut libérer des droits. Quand ils ne sont pas cassés. Tout à fait, après c'est les volets juridiques, il faut penser aux ressources en eau. La grande majorité des PLU ont été cassés en Savoie. Pas forcément, dans les stations. J'en connais au moins un qui l'a pas été, donc voilà. Megève, Chamonix, plein d'autres. Oui, certes, mais on arrive quand même aussi, il y a de bonnes raisons s'ils ont été cassés, donc ça veut dire qu'il faut retravailler, il faut réouvrir les dossiers, il faut amener toutes les réponses à ce qui a pu amener à des difficultés, mais je crois que tout le monde est dans la même, la même barque, et les élus sont parfaitement conscients que les exploitations, que les commerces, que le pays doit vivre, et c'est avec un équilibre, et c'est pas en faisant des procédures administratives à tout bout de champ. Une montagne plurielle, une réponse plurielle à une montagne plurielle. Merci beaucoup à nos trois invités. Une émission réalisée avec le magazine Écho des Pays de Savoie avec un dossier complet à retrouver. Donc vendredi 4 mai, on remercie également France Montagne et Domaines Cap de France de nous avoir accueillis sur ce stand réalisé bien en plein cœur du salon d'aménagement de la montagne, le business des remontées mécaniques, mais pas que ça, vous l'avez bien compris. Merci à nos invités, merci à Christophe Flamand et François Pirot pour la réalisation. À très bientôt, salut.